Tu n'es rien d'autre qu'un minable chien de garde d'entrepôt. Laisse-moi exposer la honte de cette famille, pour que tout le monde la voie. Julian, mon beau-frère milliardaire, a rugi comme un animal enragé. Il s'est jeté sur moi, agrippant le col de ma chemise et tirant d'un coup sec. Crac. Le bruit du tissu qui se déchire a réduit en miettes le silence de mort du champ de tir. La chemise a cédé, glissant vers le bas, exposant mon dos nu au regard moqueur de l'élite et des hauts gradés de l'armée. Ma propre mère se tenait là, couvrant sa bouche avec un petit sourire en coin. Mon père a détourné le regard, avec un dégoût absolu. Il savourait le spectacle de leur fille, dépouillée de sa dignité. Je n'ai pas riposté. Je n'ai pas versé une seule larme. Je suis resté parfaitement immobile. Laissant le vent glacial de la montagne souffler sur l'encre noire massive, soudainement exposée sur ma chair. Et puis, les rires sont brusquement morts. Un général du Pentagone, 4 étoiles, a bondi de son siège, son visage autoritaire vidé de toutes ses couleurs. Il a bousculé 3 gardes du corps, trébuchant presque dans la terre, les yeux rivés sur mon dos dans une horreur absolue. Personne, dans ma famille, ne savait que ce dont il se moquait, n'était pas un simple tatouage. Avant de vous dire quelle est ma marque, prenez une seconde pour cliquer sur j'aime et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment cette histoire. Dites-moi aussi dans les commentaires d'où vous écoutez. Et quelle heure il est chez vous? J'adorerais le savoir. 48 heures avant que ma chemise ne soit arrachée, j'ai conduit mon vieux Ford F-150 rouillé de 2008, à travers les grilles en fer forgé d'un luxueux complexe hôtelier des Catskills. La transmission du pick-up donnait des à-coups et gémissait. C'était un son discordant, en toile de fond des pins immaculés et des Porsche garés. Le voiturier a regardé mon pare-choc avant, comme s'il s'agissait d'un danger biologique. Je lui ai lancé les clés. Il ne les a pas rattrapées. À l'intérieur de la grande salle à manger, ce n'était qu'un océan de lustre en cristal, de soie, et de parfums de créateurs entêtants. La pièce empestait la vieille fortune prétendant être nouvelle, et la nouvelle fortune désespérée de s'intégrer. Je suis entré, vêtu d'un t-shirt gris délavé, d'un jean foncé et de bottes éraflées. Ma sœur Chloé a glissé près de moi dans une robe d'eau nue émeraude. Elle m'a lancé le sourire d'une gagnante, ses yeux balayant mes vêtements. L'enfant chéri, dans son habitat naturel. Je n'ai pas scié. J'ai marché vers l'entrée pour vérifier le plan de table, plaqué or. Il était là. Une épaisse ligne rouge de marqueur, barrant violemment mon nom. Alicia Carr rayée, effacée. Ma mère, Margaret, se tenait près d'une imposante sculpture de glace, de l'autre côté de la pièce. Elle a croisé mon regard. Sa mâchoire s'est tendue sous des couches de maquillage hors de prix. Elle n'a pas fait un pas pour saluer sa plus jeune fille. Elle a juste donné un petit coup de poignet. Un geste de rejet en l'air, pointant vers le coin le plus reculé de la pièce, la section du personnel. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas laissé échapper un lourd soupir. J'ai pris une assiette en plastique fragile sur une pile de côté, je suis passé droit devant les couverts en argent massif de la table de ma famille, et je me suis assise à une table pliante, près des doubles portes de la cuisine. Mes compagnons de dîner étaient 2 agents de sécurité en repos, et un commis débarrasseur. J'ai tiré ma chaise, et me suis assise face à la salle. Mes yeux ont automatiquement balayé la configuration des lieux. Repérant les sorties de secours principales et secondaires, comptant les angles morts derrière les lourds rideaux de velours, mesurant la distance entre la table principale et le couvert le plus proche. De vieilles habitudes. Mon silence les mettait toujours hors d'eux. Ma famille se nourrissait de drames. Ils voulaient que je supplie, que je pleure, que je pique une crise. Pour qu'ils puissent pointer leurs doigts manucurés, et me traiter de déséquilibré. Quand je ne leur donnais pas la réaction qu'ils désiraient tant, ils devaient forcer les choses. Marcus Thorne, l'un des partenaires commerciaux gominés de Julian. Un type qui portait un équipement tactique lourd pour aller aux practices de golf, mais qui ne pourrait probablement pas changer un pneu crevé pour sauver sa vie. Il s'est pavané vers mon coin, tenant un verre plein de merlot rouge sombre. Il n'a même pas essayé de faire passer ça pour un accident. Marcus a pénétré dans mon espace personnel, a incliné son poignet, et a vidé tout le verre directement sur ma poitrine. Le liquide glacial a heurté ma clavicule, et a trempé mon t-shirt en coton bon marché instantanément. L'odeur âcre d'alcool et de raisin fermenté a frappé le fond de ma gorge. Le rouge a taché le tissu gris, coulant sur mon ventre, et s'accumulant sur mon jean. Oh mec, mon erreur, la fille perdue,
a bafouillé Marcus. Il a exhibé une rangée de facettes en porcelaine surdimensionnée. Ce n'est pas une soupe populaire ici, tu sais. Tu devrais faire attention à où tu t'assieds. Une vague de rire cruel a éclaté aux tables VIP derrière lui. Chloé gloussait dans sa flûte à champagne. Julien a tapé dans le dos de son pote. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas haleté sous le froid. J'ai gardé ma main droite posée sur la table, mes doigts tenant légèrement une fourchette en plastique. L'assiette en polystyrène bon marché devant moi, n'avait pas bougé d'un seul millimètre. Ma respiration est restée régulière, 65 battements par minute. Inspiration par le nez, expiration par la bouche. La foule s'est soudainement écartée. Richard, mon père biologique, est arrivé à grands pas. Son visage était rouge cramoisi, mais pas de colère envers l'homme qui venait d'humilier sa propre chair et son propre sang. Il s'est arrêté à 60 centimètres de moi. Il n'a pas offert de serviette. Il n'a pas frappé Marcus à la mâchoire. Au lieu de cela, il a levé la main, et m'a mis sa lourde alliance en or sous le nez. Ses sourcils se sont froncés dans un dégoût pur et absolu. Ne fais pas de scène ici, Alicia, a-t-il sifflé. Son haleine sentait le scotch hors de prix, et la lâcheté. Présente tes excuses à l'oncle Marcus, pour avoir sali ses chaussures, tout de suite. Les mots ont frappé mes tympans, mais ils n'ont pas pénétré. J'ai regardé l'homme qui partageait mon ADN. Il était prêt à sacrifier publiquement ma dignité, juste pour qu'un investisseur milliardaire continue d'approuver de la tête. Un silence massif et suffocant s'est répandu dans ma poitrine. Ce n'était pas du chagrin. C'était le lourd clic final, d'une chambre forte en acier qui se verrouillait. Les larmes sont un luxe, que j'ai laissé derrière moi lors de l'entraînement de base. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas prononcé un seul mot. Lentement, j'ai posé la fourchette en plastique sur la table. Ma main ne tremblait pas. Ces mêmes mains avaient pressé de la gaze de combat, dans les artères éclatées d'hommes en sang, en Syrie. Elles avaient soutenu le poids de vies humaines, qui s'échappaient dans la poussière. Ma famille n'avait aucune idée, de la quantité de sang que ces mains avaient réellement vu. J'ai tendu le bras et j'ai tiré une seule serviette en papier sèche du distributeur. J'ai essuyé le vin qui dégoulinait de ma clavicule. Un seul geste mécanique. Puis, j'ai levé les yeux. Mon regard a complètement ignoré mon père, pour se verrouiller sur Marcus. Je ne l'ai pas fusillé du regard. Je n'ai pas grimacé. Je l'ai juste regardé. Un regard plat, sans vie, qui cartographiait la distance exacte jusqu'à son artère carotide. Le laser d'un tireur d'élite, marquant une cible dans le noir. Le sourire arrogant de Marcus s'est figé. La couleur a quitté son visage au faux bronzage. Sa colonne vertébrale est devenue complètement rigide. Il a instinctivement fait un demi-pas en arrière, son cerveau enregistrant soudainement, qu'il venait de piquer une créature qui n'avait pas sa place dans un zoo pour enfants. J'ai jeté la serviette détrempée et rouge sang de côté. J'ai repris ma fourchette en plastique, j'ai piqué un morceau de viande froide dans mon assiette, et j'ai mâché. Lentement. Délibérément. Il pouvait tacher ma chemise. Il pouvait me bannir dans l'ombre avec le personnel, mais il ne pouvait même pas égratigner l'armure à l'intérieur de ma tête. J'ai avalé la viande, et j'ai gardé mes yeux rivés sur Marcus. Le vrai jeu n'avait même pas encore commencé. Le ciel du matin sur les Catskills avait la couleur d'une côte meurtrie. Il pesait lourd et gris, imprégné de l'odeur du pain mouillé, et de la terre humide de la pluie nocturne. L'air de la montagne était vif, mordant la peau exposée sur la nuque. Julien avait décidé que sa retraite d'entreprise nécessitait un exercice de cohésion d'équipe. Il appelait ça une marche tactique avec sac à dos, jusqu'à la crête. En réalité, c'était un défilé de mode pour lâches. Le parking était plein de gens jouant aux soldats. Julien et ses partenaires commerciaux d'élite étaient enveloppés dans des milliers de dollars de vestes Gore-Tex impeccables et sans plis. Ils portaient des bottes tactiques robustes, qui n'avaient jamais touché rien de plus rugueux qu'une allée goudronnée. Ils s'étaient sanglés avec des sacs d'hydratation, qui n'avaient jamais vu une goutte de vraie sueur. Ils étaient un panneau publicitaire ambulant, pour la bravoure volée. Et puis, il y avait moi. Je portais un pantalon de camouflage treillis délavé, effiloché aux ourlets, et un t-shirt thermique gris standard. Mes bottes avaient de vrais kilomètres au compteur. Je marchais en plein milieu de la meute. Je gardais une foulée parfaitement régulière, du talon à la pointe.
Ma fréquence cardiaque était stable, à 65 battements par minute. Inspiration par le nez, pause, expiration par la bouche. Il n'y avait aucun mouvement inutile. Je conservais la moindre calorie. Juste derrière moi, se trouvait ma sœur Chloé. Elle sonnait comme un soufflet percé. Elle haletait, ses poumons brûlaient, jurant dans sa barbe chaque fois que ses toutes nouvelles chaussures de randonnée Prada s'enfonçaient dans le sol mouillé. C'est ridicule, sifflait-elle entre deux respirations lourdes et saccadées, giflant un moustique. Je mets de la boue partout sur mes vêtements. C'est dégoûtant. Nous avons atteint un lacet étroit et escarpé, près d'un ravin à sec. Le sol ici était de l'argile pure, glissante. La pluie avait transformé le sentier en un cauchemar de roches branlantes et de boue profonde. J'ai planté mon pied gauche. J'ai déplacé mon poids vers l'avant pour faire l'ascension. C'est laquelle a bougé. Chloé s'est jetée en avant avec une vitesse inattendue. Elle a balancé sa pointe renforcée, directement à l'arrière de ma cheville droite. Elle visait le tendon d'Achille. Ce n'était pas un croche-pied accidentel. C'était une frappe calculée, vicieuse. La force soudaine a brisé mon centre de gravité. Ma cheville a plié vers l'intérieur. Le sol s'est dérobé sous moi. Je tombais en avant, vers les rochers déchiquetés du bord du ravin. L'instinct a pris le dessus, avant même que la pensée consciente n'enregistre la trahison. J'ai rentré mon menton fermement contre ma poitrine. J'ai ramené mes avant-bras pour protéger mon visage, et j'ai roulé mon épaule vers l'avant pour absorber le choc brutal. Une chute de rupture de combat standard. J'ai heurté le sol durement. J'ai glissé la face la première, dans une flaque profonde et stagnante de boue épaisse. La boue glaciale et au goût infect m'a jailli directement dans le nez. Elle a recouvert le côté droit de mon visage, et a instantanément trempé la poitrine de mon t-shirt thermique. Le froid a frappé ma peau comme une plaque de glace solide. L'odeur des feuilles pourries, des verres mouillés, et de l'eau stagnante a rempli mes poumons. Une explosion aiguë de parasites électroniques a tranché l'air de la montagne. Julien avait installé une petite plateforme d'observation au sommet de la crête, avec un système de sonorisation portable, pour aboyer des ordres à ses employés. Ah, regardez ça. La voix de Julien résonnait dans les haut-parleurs bon marché. Le son était déformé, faisant écho à travers les pins. Je suppose que la fille de l'entrepôt a enfin trouvé sa place. Continue à récurer la saleté, petite sœur. C'est tout ce à quoi tu sers. Des rires cruels ont éclaté autour de moi. La foule de l'entreprise a arrêté de pleurnicher, pour pointer du doigt le sentier. J'ai tourné la tête. La boue épaisse a fait un bruit de succion sur ma joue. À ma droite, garée confortablement sur une crête plate sous un auvent en toile, se trouvait une Jeep Rubicon personnalisée. Mes parents étaient assis dans les sièges en cuir chauffant, à l'abri du vent froid. Ma mère, Margaret, tenait un mug de café thermique à la main. Elle a levé sa main libre pour couvrir sa bouche. Elle souriait en coin. Ses yeux me regardaient avec un mépris pur et non filtré. Elle me regardait exactement de la même manière qu'elle regardait un chien errant fouillant dans ses poubelles. Une gêne absolue, pour la lignée immaculée d'Écart. Mon père n'a même pas tressailli. Il a juste secoué la tête avec déception, et a pris une gorgée lente de son café noir. Ils regardaient leur propre fille saigner dans la boue, et ils ne ressentaient absolument rien. Mon genou droit palpitait à un rythme écœurant. Le bord tranchant d'un rocher enfoui avait fendu le tissu de mon pantalon. Il avait mordu profondément dans le vieux tissu cicatriciel irrégulier, sur ma rotule. J'ai eu cette cicatrice, entraînant un mitrailleur blessé de l'autre côté de la rue à Fallujah. Pendant que les balles mâchaient l'asphalte autour de ma tête. J'ai saigné pour mon pays. Maintenant, je saignais parce que ma sœur gâtée piquait une crise. Le sang se mélangeait à la boue brune et froide. J'ai serré la mâchoire. J'ai emballé la douleur physique, je l'ai fourrée dans un coin sombre de mon esprit, et j'ai jeté la clé. J'ai placé mes deux mains à plat dans la boue glaciale. Je me suis repoussé vers le haut. Je n'ai pas grogné. Je n'ai pas gémi. Je me suis tenu parfaitement droite. L'eau sale dégoulinait de mon menton, et tombait sur mes bottes. Chloé se tenait exactement à 1 mètre de moi. Elle a croisé les bras. Un petit sourire méchant jouait sur ses lèvres. Elle attendait que je pleure. Elle attendait que je craque et que je me mette à hurler, pour pouvoir jouer la victime innocente devant la foule. Je ne lui ai pas donné cette satisfaction.
J'ai levé ma main droite. J'ai traîné 2 doigts dans l'épaisse tache de boue sur ma joue. J'ai étalé la boue sombre et humide, en une ligne horizontale droite en travers de mon front. Une seule rayure délibérée. Un camouflage d'éclaireur. Une déclaration de guerre. J'ai baissé la main, et j'ai plongé mon regard dans celui de ma sœur. Je n'ai pas dit un seul mot. J'ai juste laissé la pression morte et étouffante de mon regard frapper sa poitrine. Le petit sourire suffisant a instantanément fondu de son visage. L'air entre nous s'est transformé en glace solide. Chloé a réellement fait un pas en arrière. Ses bottes hors de prix ont glissé dans la terre. Ses yeux se sont écarquillés. Elle a vu quelque chose dans mon visage, qui l'a terrifiée. J'ai rompu le contact visuel. J'ai tourné mon corps vers l'avant. J'ai verrouillé mes yeux sur la crête de la colline. J'ai commencé à marcher. Ma foulée était plus longue maintenant, plus rapide, complètement mécanique. Je n'ai pas regardé en arrière. 10 minutes plus tard, les bruits pathétiques de l'élite qui se plaignait, s'étaient entièrement évanouis dans le vent. Je les ai tous laissés dans la poussière. Marchant droit vers une cible, qu'ils ne pouvaient même pas voir. Qu'ils rient. Le vrai test m'attendait au sommet. Le soleil de l'après-midi cuisait le gravier meuble, du stand de tir tactique extérieur. L'air était épais, puant la cordite brûlée, et la piqûre chimique piquante de l'huile d'arme OPES numéro 9. Julien se tenait derrière un lourd établi en acier. Il était entouré de ses investisseurs aux poches pleines, et du VIP absolu du week-end, le général Arthur Sterling. Julien transpirait à travers sa chemise de combat vert olive, hors de prix. Il faisait le show pour les huiles. Un démontage sommaire chronométré, d'un fusil AR-15 standard. C'était douloureux à regarder. Julien grognait, ses gros doigts nourris aux protéines en poudre, cafouillant avec la goupille de démontage arrière. Il a dû prendre une balle libre sur la table, juste pour utiliser la pointe en laiton, afin de pousser la goupille à travers. Amateur. Sa respiration était lourde, ses épaules tendues. Le métal cliquetait maladroitement contre la table en acier, alors qu'il arrachait enfin le groupe culasse. Il a tout réassemblé brutalement, coinçant le tissu de son gant tactique dans le cache-poussière. Il a juré dans sa barbe, a arraché son gant, a tiré le levier d'armement, et a tapé sur la table pour arrêter le chrono. Le minuteur numérique a bipé. 1 minute et 58 secondes. Les investisseurs ont applaudi sur commande, hochant la tête comme s'ils venaient d'assister à une masterclass de préparation au combat. Julien a bombé le torse. Il a passé le dos de sa main sur son front, essuyant une grosse goutte de sueur aigre. Il a regardé la foule, s'imprégnant des louanges imméritées. Puis, ses yeux se sont posés sur moi. J'étais debout silencieusement à l'arrière, appuyé contre un poteau en bois. Un sourire supérieur et méchant a rampé sur son visage. Très bien, la fille de l'entrepôt, a crié Julien, sa voix résonnant dans le système de sonorisation. Il a pointé un gros doigt, droit sur ma poitrine. Viens par ici. Voyons à quelle vitesse tu polis l'inventaire pour les vrais opérateurs. Un petit rire a parcouru la foule de cadres. Chloé a levé les yeux au ciel. Je me suis décollé du poteau en bois. Je n'ai pas bougé vite. Je n'avais pas l'air intimidé. Avant même que je ne puisse faire un deuxième pas, une main lourde s'est abattue durement sur mon biceps gauche. De gros doigts se sont enfoncés directement dans mon muscle. Richard, mon père biologique. Il s'est penché près de moi, bloquant mon chemin. Je pouvais sentir le café noir rassis, et la morsure aiguë de l'alcool dans son haleine. Écoute-moi bien, Alicia, a-t-il sifflé. Sa voix était un murmure tendu et laid, destiné seulement à mes oreilles. Sa prise s'est resserrée, meurtrissant la peau. Ne mets pas ton beau-frère dans l'embarras devant le général. Tu y vas, tu cafouilles, et tu t'écartes. Tu me comprends? Ne fais pas de scène. Reste à ta place. J'ai fixé droit devant moi, au niveau de sa gorge. Un père, ordonnant à son propre sang de jouer la comédie, exigeant que je m'humilie juste pour protéger l'ego fragile et fin comme du papier, d'un homme riche. C'était pathétique. Avec lui, il s'agissait toujours de protéger l'actif. Julien était l'actif. Je n'étais que le passif. Je n'ai pas hoché la tête. Je n'ai pas discuté. J'ai juste fait pivoter mon épaule gauche, brisant sa prise avec une secousse sèche et fluide, qui l'a légèrement déséquilibrée.
Je suis passé devant lui, et j'ai marché vers la table en acier froid. Je n'ai pas regardé Julien. Je n'ai pas regardé le général. J'ai regardé le métal noir, qui reposait sur la table. Julien s'est écarté, croisant les bras, un rictus moqueur plaqué sur son visage en sueur. Il a appuyé sur le bouton de réinitialisation du chronomètre. 0. Mes mains planaient au-dessus du fusil. Mon cerveau a coupé la connexion avec la foule, avec le regard furieux de mon père, avec le vent des Catskills. L'interrupteur a basculé dans ma tête. L'engourdissement tactique a pris le volant. Bip. Mes mains se sont abattues. Pousse sur la goupille de démontage arrière. Pousser. Tirer. Les récepteurs supérieurs et inférieurs se sont ouverts sur la charnière. Tirer le levier d'armement. Extraire le groupe culasse. Faire glisser la goupille de retenue du percuteur. Laisser tomber le percuteur dans ma paume. Retirer la goupille de cam. Tirer la culasse tout droit hors de son support. C'était un flou d'acier noir et d'huile d'arme. Je n'ai pas regardé la table. Je n'en avais pas besoin. Mes yeux restaient fixés sur la sombre lisière des arbres, derrière les cibles en papier. Mes doigts connaissaient la géométrie exacte, le poids, et la tension de chaque ressort et de chaque rainure. J'ai étalé les pièces sur la table. Une grille parfaitement carrée. Pas une fraction de millimètre de travers. Aucun mouvement inutile. Aucune hésitation. Ordre inverse. Attraper la culasse. La glisser dans son support. Insérer la goupille de cam. Laisser tomber le percuteur dans son canal. Goupille de retenue en place. Glisser le groupe culasse entier et le levier d'armement, de nouveau dans le récepteur supérieur. Refermer le récepteur. Pousser les goupilles de démontage à fond. Clic et clic. J'ai attrapé un chargeur vide sur la table. Le claquer dans le puits de chargeur. Tirer le levier d'armement. Presser la détente pour abattre le chien. Clic, j'ai posé le fusil à plat sur la table en acier. J'ai fait un demi-pas en arrière. L'horloge numérique a clignoté en rouge. 52 secondes. Un silence de mort planait sur le stand de tir. Le seul son était le vent, soulevant la poussière autour de nos bottes. Craig Arrow, le chef de l'entraînement de Julien et ancien marine, se tenait là, la bouche légèrement ouverte. Il a regardé le chronomètre, puis le fusil parfaitement assemblé et sans rayures sur la table, puis de nouveau le chronomètre. « Où diable as-tu appris à faire ça ?» a bégayé Arrow, en faisant un pas en avant, oubliant complètement que son patron se tenait juste là. J'ai essuyé une petite tache d'huile d'arme, sur la cuisse de mon pantalon de camouflage. Ma voix était plate. Imperturbable. Je m'entraîne dans l'entrepôt, ai-je dit. Julien avait l'air d'avoir été frappé au visage avec une brique mouillée. Sa bouche s'ouvrait et se fermait, mais aucun son n'en sortait. Le rictus moqueur avait complètement disparu, remplacé par une rougeur profonde et marbrée, qui grimpait le long de son cou. Il a regardé autour de lui, vers ses investisseurs. Personne ne l'applaudissait, maintenant. Mais, à l'autre bout de la table, le général Arthur Sterling ne regardait pas le chronomètre. Il ne regardait pas le fusil réassemblé. Le vieux loup s'est penché en avant, posant ses mains sur la table. Il a plissé ses yeux gris et burinés. Il fixait mes mains. Elles reposaient négligemment le long de mon corps, complètement détendues. Pas un seul tremblement, pas une goutte de sueur. Il connaît ce niveau d'économie de mouvement, a murmuré Sterling, presque pour lui-même, de sa voix grave. C'est la stabilité d'un opérateur de niveau 1. Il sentait le sang dans l'eau. Il percevait le monstre qui se cachait, sous l'uniforme de l'entrepôt. Julien se tenait figé, son faux empire encaissant son premier véritable coup structurel. Mais je savais exactement comment réagit un homme faible et peu sûr de lui, quand sa fierté est publiquement fracturée. Il ne se bat pas à la loyale. Il n'essaie pas de s'améliorer. Il s'attaque directement à l'angle mort. Et demain matin, nous étions censés escalader la montagne. Julien avait été humilié au stand de tir. On n'humilie pas publiquement un homme avec un ego fragile et un compte en banque bien garni, sans en payer le prix. Le prix est arrivé le lendemain matin. Julien a orchestré une randonnée de survie en haute altitude. Il voulait me briser physiquement. Tandis que l'élite de l'entreprise s'empiffrait de bénédicts et de café importés, dans la salle à manger du complexe,
j'attendais près de la zone de départ, dans le brouillard froid. Quand j'ai ramassé mon sac à dos militaire vert olive dans la terre, les muscles de mes épaules se sont instantanément verrouillés. C'était faux. Le poids était complètement faux. Un sac de randonnée standard pour la journée devrait peser aux alentours de 13 kilos. Ce sac en frôlait les 36. Quelqu'un avait trafiqué mon équipement. Julien avait glissé un billet de $50 à l'un des employés du complexe. 2 rochers d'aménagement paysager, massifs et au bord dentelés, avaient été fourrés tout au fond du compartiment principal. Je l'ai su instantanément. Je ne me suis pas plainte. Je ne l'ai pas interpellé. J'ai jeté le lourd sac en toile sur mes épaules, et j'ai tiré fort sur les sangles en nylon. Le poids supplémentaire s'est immédiatement enfoncé de manière vicieuse, dans mon omoplate gauche. Il reposait juste sur un nœud épais et irrégulier de tissu cicatriciel. Il y a 3 ans, un éclat de shrapnel de mortier avait déchiré ma chair, quand j'avais jeté mon corps sur un interprète local en sang, dans une zone de combat. Un étranger me devait la vie. Maintenant, le nylon rugueux sied d'avant en arrière cette vieille blessure, à chaque pas sur la pente des Catskills. J'ai senti la traction chaude et collante du sang frais, qui s'infiltrait dans mon t-shirt thermique. J'ai gardé la bouche fermée. J'ai utilisé la douleur physique. J'en ai fait un marteau. À chaque lourd crissement de mes bottes sur le gravier meuble, j'utilisais ce marteau pour fracasser la moindre loyauté pathétique, et tenace, que j'éprouvais encore pour les personnes partageant ma lignée sanguine. La douleur était clarifiante. Elle brûlait le brouillard de l'obligation familiale. Nous avons atteint la mi-parcours, sur une clairière plate surplombant la vallée. L'air était rare et glacial. Les VIP ont immédiatement laissé tomber leurs petits sacs légers. Ils ont sorti des sachets de viande séchée artisanale, et des barres Clifford de prix, se plaignant bruyamment que l'humidité ruinait leurs cheveux. Je me suis assise seule, sur un rocher gris en bordure de la clairière. Mon dos brûlait. Le sang avait séché et croûté, contre le tissu de ma chemise. Jenna s'est approchée. Elle était l'ombre de Chloé, une femme qui mesurait toute sa valeur personnelle, au prix affiché sur ses vêtements de sport. Elle tenait une grosse pomme verte dans sa main manucurée. Elle a pris une morsure bruyante et humide, mâchant la bouche entr'ouverte. Elle a avalé, m'a regardé de haut, et a laissé échapper un petit rire nasal. Puis, elle a jeté le trognon de pomme mâchée, en plein sur ma poitrine. Il a rebondi sur ma clavicule, laissant une trace de salive sur ma chemise, et a atterri dans la terre meuble, juste à la pointe de mes bottes de combat. « Mange, Latik » a dit Jenna. Sa voix était stridente, grinçant contre le vent paisible de la montagne. « Tu ferais bien de le prendre, avant que ta mère ne nous dise de t'affamer, pour le reste de la journée. » Je n'ai pas baissé les yeux vers le sol. J'ai levé le menton, et j'ai regardé droit de l'autre côté de la clairière. Ma mère, Margaret, était assise sur une chaise pliante en toile, à 6 mètres de là. Elle avait entendu chaque mot. Elle avait vu le déchet heurter ma poitrine. Elle a délibérément détourné la tête, a levé la main, et a commencé à inspecter ses ongles. C'était fini. Le dernier fil a rompu. La chambre forte dans ma poitrine ne s'est pas seulement verrouillée. Elle a gelé. Je me suis penché en avant. Mes articulations ont craqué bruyamment dans l'air froid. J'ai tendu la main et j'ai ramassé le trognon de pomme. De la terre fine, et de petits grains de sable, adhéraient à la chair humide et mâchée du fruit. L'air de repos tout entière, a plongé dans un silence de mort. Le crissement des chaussures de randonnée chères s'est arrêté. Les bavardages sont morts. Tous les yeux se sont tournés vers mon coin. J'ai porté le trognon à ma bouche. J'ai pris une bouchée. La pomme était aigre. La terre de la montagne a crissé bruyamment entre mes molaires. J'ai mâché lentement. J'ai avalé. J'ai pris une autre bouchée. J'ai gardé mes yeux rivés sur Jenna pendant tout ce temps. Je n'ai pas scié. Le petit sourire arrogant et méchant a fondu de son visage, comme de la cire approchée d'une flamme. La couleur artificielle a complètement quitté ses joues. La pure indifférence, contre nature, de mon acte, a court-circuité son cerveau. Elle a réalisé, en temps réel, qu'elle ne martyrisait pas une faible fille d'entrepôt. Elle se tenait devant une créature, qui se moquait éperdument de ses règles d'humiliation sociale. J'ai fini le trognon de pomme jusqu'au pépin. J'ai jeté la petite tige dans la terre. J'ai planté mes bottes, et je me suis levé.
Je n'ai pas grimacé à la sensation de déchirement dans mon épaule en sang. J'ai marché droit vers Jenna. Elle se tenait figée sur le chemin de terre. Je n'ai pas modifié ma trajectoire. J'ai accroché son épaule droite avec la mienne. Je ne me suis pas appuyé contre elle, mais la densité pure d'un opérateur militaire conditionné, entrant en collision avec une femme qui survivait à base de lattes glacées et de pilates, était mathématiquement injuste. Jenna a instantanément perdu l'équilibre. Elle a laissé échapper un petit cri sec, trébuchant en arrière, et tombant lourdement sur les fesses dans la terre. Je ne l'ai pas regardée. J'ai continué à marcher. Je me suis arrêté juste devant Julian, Chloé, et mes parents. La suffisance avait entièrement disparu du visage de Julian. Il avait soudainement l'air très petit, dans sa veste hors de prix. J'ai porté mes mains à mes clavicules. J'ai déclipsé les boucles à dégagement rapide de mon sac à dos. J'ai laissé les lourdes sangles en nylon glisser de mes épaules. Je n'ai pas posé le sac doucement sur le sol. Je l'ai simplement laissé tomber. Crash. Le sac a heurté la terre rocailleuse, avec un bruit sourd et assourdissant. Le sol a littéralement vibré sous nos bottes. Le bruit de deux rochers massifs, grinçant et se fracassant l'un contre l'autre à l'intérieur de la toile, a fait écho sèchement contre les pins. Julian a violemment tressailli, ses yeux dardant vers le lourd sac. Mon père a dégluti difficilement, la pomme d'Adam sautillant dans sa gorge. J'ai regardé Julian droit dans les yeux, d'un regard froid et plat. J'ai tourné le dos, laissant la tache de sang sombre et fraîche sur mon omoplate, être pleinement visible pour toute la foule. J'ai commencé à redescendre le sentier de montagne, seul. Le jeu d'endurance était terminé. J'avais fini de jouer la victime. Marcus Thorne pensait être discret. Il était passé 2 heures du matin. Le camp était d'un calme plat, à l'exception du vent qui faisait claquer les tentes en nylon. Il s'est faufilé vers mon emplacement désigné, sur le périmètre extérieur, serrant un couteau pliant bon marché. Il prévoyait probablement de couper mes cordes de haubanage, de faire s'effondrer la tente, et de rire pendant que je me débattais dans le noir. C'était le genre de farce pathétique d'étudiants en fraternité, que des gars comme lui considéraient comme une victoire tactique. Ce que Marcus ne savait pas, c'est que je ne dors pas comme une civile. Des années de déploiement au combat recablent votre cerveau. Je dors dans un état de sommeil paradoxal hyper-alerte. Le crissement de ses bottes sur les aiguilles de pin m'a réveillé, avant même qu'il ne soit à 6 mètres. Je n'ai pas attrapé d'arme. Je n'en avais pas besoin. J'ai ouvert la fermeture éclair du rabat de la tente, sur exactement 5 centimètres. Le clair de lune a accroché le tapetum lucidum, surface réfléchissante, de mes yeux. Je l'ai fixé à travers l'étroite fente noire. Un regard mort, sans ciller, qui a percé l'obscurité pour se verrouiller directement sur ses rétines. Marcus s'est figé. Il a laissé tomber le couteau pliant dans la terre. J'ai entendu la brusque inspiration de son souffle, suivi d'un petit bruit humide. Le dur à cuire s'était littéralement pissé dessus. Il a reculé lentement, les mains levées comme s'il se rendait à un fantôme, puis s'est retourné et a couru vers sa luxueuse cabane. C'était un avertissement. Une limite physique, silencieuse. Mais ces gens étaient trop arrogants pour lire les signes. Le lendemain matin était le joyau de la retraite de Julian, la qualification de tireur d'élite à 400 mètres. Le stand de tir était sculpté dans une longue étendue plate de la vallée. Des cibles électroniques en acier trônaient à la marque des 400 mètres, reliées à un tableau d'affichage numérique, sur la plateforme d'observation VIP. Julian m'a tendu un AR-15 assemblé sur mesure. Il était lourd, équipé d'une lunette à grossissement variable haut de gamme. Il l'a poussé contre ma poitrine, avec un sourire en coin méchant et confiant. Voyons si la fille de l'entrepôt s'est vraiment tirée, a raillé Julian. Derrière lui, Chloé se tenait les bras croisés, frissonnant légèrement dans la fraîcheur matinale. Elle a fait claquer un chewing-gum et a levé les yeux au ciel. Je parie qu'elle ne sait même pas comment caler la crosse, a ricané Chloé, assez fort pour que mes parents l'entendent. Ma mère a gloussé. Mon père a regardé sa montre, complètement désintéressé. Je me suis approché de la ligne de tir. Je n'ai pas parlé. Je me suis laissé tomber directement dans la poussière, allongé à plat ventre. J'ai écarté les jambes pour ancrer mes hanches. J'ai tiré le fusil fermement dans le creux de mon épaule, ma joue soudée à la crosse. J'ai ouvert mon œil droit, et j'ai regardé à travers l'optique en verre. Il m'a fallu très exactement une demi-seconde.
Le cerveau d'une femme qui a survécu à des opérations de couverture de tireurs d'élite, dans les montagnes de Kandahar, traite la géométrie différemment. Le réticule à l'intérieur de la lunette était parfaitement centré, mais les tourelles avaient été trafiquées. La dérive était réglée exactement à 2 degrés vers la droite. Sabotage. C'était un tour bas et lâche. À 400 mètres, un décalage de 2 degrés signifiait que chaque tir que je ferais, manquerait la cible en acier. Finissant complètement à côté, dans la butte de terre. Il voulait que je presse la détente, que je rate 5 fois de suite, et que je quitte le pas de tir, en ayant l'air d'une incompétente impostrice devant le général Sterling et les investisseurs. Je n'ai pas abaissé le fusil. Je ne me suis pas plainte au directeur de tir. Je n'ai pas demandé une autre arme. Si tu te plains, tu perds. Tu résous le problème. J'ai fermé mon œil droit. J'ai complètement occulté l'illusion d'optique. J'ai laissé mes autres sens prendre le relais. J'ai senti le vent froid des catskills mordre ma joue gauche. J'ai calculé la vitesse, peut-être 16 km/h, pleine valeur venant de la gauche. J'ai senti la forte humidité dans l'air, alourdissant le brouillard matinal. J'ai effacé la lunette de l'équation. Je me suis entièrement fié à la mémoire musculaire. La connaissance physique, profondément enracinée, de la façon dont le canon s'aligne avec la cible. J'ai décalé mes hanches d'une fraction de centimètre vers la gauche, compensant manuellement le zéro saboté. J'ai utilisé l'instinct pur. J'ai inspiré profondément, tirant l'air froid dans mon estomac. J'ai verrouillé ma cage thoracique. J'ai laissé échapper une demi-respiration et je l'ai retenue. La pause respiratoire naturelle. Mon rythme cardiaque a ralenti, jusqu'à devenir un battement lourd et régulier. J'ai placé la pulpe de mon index sur la détente. J'ai pressé. Clac. Le recul a percuté le tissu meurtri de mon épaule. Je n'ai pas perdu mon image de visée. La culasse a reculé violemment, chargeant la balle suivante. Clac. 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 5 tirs. Aucune hésitation. Aucune pause pour vérifier l'impact. Juste une rafale de tirs brutale et rythmée, déchirant le brouillard matinal. L'odeur de poudre brûlée a rempli mes narines. Au loin, un bip électronique aigu a fait écho à travers la vallée. Le tableau d'affichage numérique, au-dessus de la plateforme VIP, s'est allumé d'un rouge vif et clignotant. 5 impacts. En plein centre de la masse. Le graphique sur l'écran montrait les points d'impact. Ce n'était pas de simples tirs au but. C'était un seul trou irrégulier et superposé, en plein dans le cœur noir de la cible. Un groupement si serré, qu'on aurait pu couvrir tout le groupe avec une seule pièce de 25 cents. Les bavardages arrogants sur la plateforme d'observation sont morts sur le champ. Carter, le directeur de tir civil surpayé de Julian, a trottiné vers ma position de tir. Il a attrapé le fusil sur le tapis. Il a regardé à travers l'optique pour vérifier le zéro. Son visage est devenu blanc comme un linge. Il a regardé la molette de réglage, a regardé la cible à 400 mètres, puis m'a dévisagé avec de grands yeux terrifiés. Il savait que la lunette était morte. Il savait que ce que je venais de faire, était mathématiquement impossible pour un civil. En haut, sur la plateforme, le silence était assourdissant. La mâchoire de Julian touchait presque le sol. Mais c'est le général Arthur Sterling qui a rompu le silence. Le vétéran 4 étoiles agrippait la balustrade métallique de la plateforme d'observation, si fort que ses jointures étaient blanches. Ses yeux étaient écarquillés, fixés sur l'écran, ignorant complètement Julian. Niveau 1, a murmuré Sterling. Sa voix rocailleuse portant dans l'air calme. C'est impossible. Je me suis relevé de la terre. J'ai épousseté la poussière de mon pantalon de camouflage. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas plastronné. J'ai regardé droit au-delà de Julian, et j'ai quitté la ligne de tir. Les jouets étaient cassés. Il était temps pour lui d'essayer quelque chose de stupide. L'humiliation au stand de tir de précision a brisé quelque chose de profond dans le cerveau fragile de Julian, nourri aux protéines en poudre. Vous pouvez dépouiller un homme riche de son argent, et il se mettra en colère. Mais si vous dépouillez un faux dur à cuire de son illusion de domination, devant d'autres hommes, il devient désespéré. Julian était à court de sales tours. Il était à court de défis techniques. Il avait besoin de rétablir la hiérarchie de la seule façon qu'un lâche connaisse, par la force physique pure et brute.
Après le déjeuner, Julien a vidé l'emploi du temps. Il a ordonné au personnel du complexe de traîner des tapis de sol emboîtables en caoutchouc au centre de la tente principale de rassemblement. L'air à l'intérieur de la tente en toile était étouffant. Ça sentait le plastique chaud, l'assurance et les boissons énergisantes bon marché. Julien se tenait au centre des tapis noirs. Il portait un t-shirt de compression moulant, qui mettait en valeur chaque heure qu'il avait passé à faire des flexions de biceps, dans une salle de sport climatisée. Il pesait facilement 100 kilos. Que de la masse, aucune mobilité fonctionnelle. Il a fait craquer ses jointures, le bruit résonnant dans l'air lourd. Il a regardé au-delà de la foule d'investisseurs nerveux, et a pointé un doigt épais et charnu directement vers moi. « Toi » a aboyé Julien. Le faux ton poli d'entreprise avait disparu. Sa voix était un grognement dur et laid. « Viens sur le tapis. On va faire une évaluation de combat rapproché. Je vais montrer à ces messieurs à quoi ressemble la vraie pression. » Un faible murmure a parcouru la foule. Je pesais au moins 30 kilos de moins que lui, et je lui rendais bien une tête. Ce n'était pas un match d'entraînement. C'était une exécution. Il voulait me briser la clavicule, pour m'apprendre ma place dans son monde. Je n'ai pas bougé immédiatement. J'ai regardé les gens qui se tenaient autour du bord des tapis en caoutchouc. J'ai regardé ma famille. Ma mère, Margaret, se tenait près du premier rang. Elle n'avait pas l'air horrifiée. Elle ne s'est pas avancée pour retenir son gendre. Elle a simplement croisé les bras sur son pull en cachemire hors de prix, et a donné un hochement de tête approbateur. Richard, mon père biologique, a fait un pas de plus vers le tapis. Son visage était rougeau. « Monte là-dessus, Alicia » a crié Richard, sa voix se brisant avec une autorité mal placée. « Arrête de te cacher au fond. Laisse Julien te donner une leçon. Peut-être qu'il pourra te faire rentrer un peu de vrai bon sens dans la tête. » J'ai déplacé mon regard vers ma sœur. Chloé tenait déjà son tout nouvel iPhone à l'horizontale. L'objectif de la caméra pointait droit sur moi. Un sourire éclatant et joyeux s'étirait sur son visage. Elle filmait. Elle voulait capturer le moment exact où son mari milliardaire écraserait sa sœur col bleu embarrassante sur le sol en caoutchouc. Elle voulait le regarder plus tard. Il voulait voir mes os se briser. Ils avaient besoin de me voir saigner, pour prouver que leur réalité tordue et en plastique était la bonne. J'ai délacé mes bottes de combat. Je les ai repoussées d'un coup de pied. J'ai marché sur le tapis en caoutchouc noir, pieds nus. La matière était chaude et légèrement collante. J'ai marché jusqu'au centre, m'arrêtant à exactement 1,20 m de Julien. Je n'ai pas levé les mains. Je ne me suis pas mis en position de combat. Je suis juste resté là. Mes bras pendaient complètement détendus le long de mon corps. Zéro tension musculaire, dans une confrontation physique. La tension équivaut à la peur. Les amateurs se crispent. Ils serrent la mâchoire. Ils lèvent les épaules. Ça brûle de l'oxygène, et ça ralentit le temps de réaction. Je ne lui ai rien donné. Je me tenais aussi détendu, que si j'attendais un bus. Ce silence de mort absolue l'a rendu furieux. Le visage de Julien a viré à une violente nuance de violet. Les veines de son cou épais battaient. J'ai arrêté de le regarder comme un être humain. J'ai supprimé le titre de beau-frère de mon cerveau. Mes pupilles se sont dilatées, absorbant la lumière crue du plafond. Ma vision périphérique s'est élargie. Je l'ai décomposée en une équation purement biomécanique. Une cible hostile. Poids, 100 kilos. Centre de gravité, trop haut. Il portait toute sa masse dans sa poitrine et ses épaules. Posture, trop large. Son pied d'appui était planté lourdement, ce qui lui rendait impossible de pivoter rapidement. Respiration, superficielle, rapide, par la bouche. Il brûlait déjà son adrénaline, avant même que le combat ne commence. Ce n'était pas un combattant. Ce n'était qu'un sac de frappe lourd et bruyant. Carter, le directeur de tir, se tenait au bord du tapis, tenant un sifflet argenté. Il a regardé le général Sterling, puis Julien qui transpirait à grosses gouttes. Au coup de sifflet, a bégayé Carter, portant le métal à ses lèvres. Combat propre. Le temps s'est ralenti, jusqu'à devenir un rampement épais et lourd. J'ai regardé le muscle de la lourde mâchoire de Julien tressaillir. J'ai vu le moment exact où son cerveau a décidé qu'il allait se jeter sur moi.
Je sais exactement ce que ça fait, de se tenir complètement seul, pendant que les personnes censées vous protéger, applaudissent votre destruction. Si vous avez déjà eu un membre toxique de votre famille qui a essayé de vous rabaisser, juste pour se sentir important. J'ai besoin de vous dans mon coin en ce moment. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous, et tapez tiens bon dans les commentaires, si vous êtes prêt à me voir réduire son faux empire en pièces. Le sifflet a retenti. Un son aigu et assourdissant, qui a tranché l'air étouffant de la tente. Julien a rugi. C'était un son guttural et laid, d'ego pur et incontrôlé. Il a enfoncé ses lourdes baskets dans le tapis en caoutchouc, et a lancé les 100 kilos de son corps, directement vers moi. Il n'a pas donné de coup de poing. Un coup de poing peut rater. Un coup de poing peut être bloqué. Il voulait un contrôle absolu et dégradant. Il a tendu ses deux énormes mains en sueur, visant droit sur le tissu de mon col. Il voulait m'attraper, me soulever de terre, et m'écraser contre le caoutchouc. Je n'ai pas scié. Je n'ai pas fait un seul pas en arrière. J'ai gardé mes bras détendus le long de mon corps. J'ai planté mes pieds nus fermement sur le tapis, et j'ai laissé le monstre réduire la distance. Tu n'es rien d'autre qu'un minable chien de garde d'entrepôt. Laisse-moi exposer la honte de cette famille, pour que tout le monde la voie, a rugi Julien. Le son était guttural, cru, et désespéré. Il n'a pas donné de coup de poing. Il a tendu ses deux énormes mains en sueur, et a agrippé le col de mon t-shirt thermique. Il a planté ses lourdes baskets dans le tapis en caoutchouc, et a tiré en arrière, avec toute la force de ses 100 kilos de muscles chimiquement améliorés. CRRRCC. Le bruit du tissu qui se déchire a réduit en miettes le silence de mort de la tente de rassemblement. Le coton épais a cédé. Le col s'est fendu par le milieu. Julien a continué à tirer, m'arrachant la chemise des épaules. Le tissu a glissé le long de mes bras, s'accrochant une fraction de seconde, avant de tirer sur mes coudes. Le vent froid de la montagne des Catskills s'est engouffré par les rabats ouverts de la tente. Il a frappé mon dos nu, mordant ma peau. Je me tenais là, à moitié nu, devant une centaine d'investisseurs d'élite, d'entrepreneurs militaires, et des membres de ma propre famille. Ma mère, Margaret, a réellement gloussé. Elle a mis une main sur sa bouche, les yeux brillants d'une satisfaction malsaine. Richard a détourné le regard, secouant la tête avec dégoût, comme si je l'avais bien cherché. Chloé tenait son téléphone fermement, enregistrant chaque seconde de mon humiliation. Il me voulait briser. Il voulait que je tombe à genoux, que je croise les bras sur ma poitrine, et que je pleure. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas levé les bras pour me couvrir. Je n'ai pas versé une seule larme. Je suis resté parfaitement immobile sur les tapis en caoutchouc noir. J'ai laissé le vent froid souffler sur l'encre noire massive, soudainement exposée sur ma chair. Puis, le changement s'est opéré. Le silence est devenu lourd, suffocant. Le petit sourire cruel de Chloé s'est figé. Le téléphone dans sa main s'est lentement abaissé vers le sol. Les rictus sur les visages des VIP d'entreprise ont disparu. L'air a été aspiré hors de la pièce. Chaque regard dans la tente s'est verrouillé sur mon dos nu. Il regardait l'encre. Elle commençait à la base de mon cou, s'étirait en largeur sur mes omoplates, et s'enroulait tout le long du centre de ma colonne vertébrale. Ce n'était pas un tatouage de salon bon marché. Ce n'était pas une de ces œuvres d'art délicates et à la mode. C'était une frappe massive et agressive, d'encre noire pure. Une vipère fantôme, ghost vipée, étroitement enroulée. Ses crocs plantés profondément, broyant un crâne humain. C'était brutal. C'était terrifiant. Et pour 99% du monde civil, ce n'était qu'un tatouage effrayant sur une fille un peu rude. Mais le général Arthur Sterling n'était pas un civil. En haut, dans la section VIP, le commandant 4 étoiles du Pentagone a bondi de son siège. Crash! Sa lourde chaise en bois a basculé en arrière, et a violemment heurté le sol en béton. Le son a claqué comme un coup de feu. La couleur a complètement quitté le visage buriné de Sterling. Les rides autour de ses yeux se sont creusées, en des lignes d'horreur pure et de reconnaissance absolue. Poussez-vous, a aboyé Sterling. 3 gardes de sécurité privés se sont mis en travers de son chemin, essayant instinctivement de protéger le VIP. Sterling n'a même pas fait de pause. Il a bousculé un garde de 90 kilos, avec la force brute d'un vieil fantassin. Il a dévalé les marches métalliques des gradins en trébuchant presque,
les yeux écarquillés, rivés sur mon dos. Julien se tenait à quelques pas de là, haletant, tenant les lambeaux de ma chemise dans son poing. Il a regardé le général, s'attendant à une tape dans le dos. Vous voyez? Juste un déchet de la société, a ricané Julien, essayant de maintenir sa bravade. Sterling ne l'a même pas regardé. Il est passé droit devant Julien, comme si l'homme était un fantôme. Le général s'est arrêté au bord du tapis en caoutchouc noir, exactement à 1 mètre derrière moi. Il a redressé sa colonne vertébrale, ses épaules bien d'équerre. Le vieux loup a reculé le menton. Clac. Sterling a fait claquer ses talons en cuir l'un contre l'autre. Il a levé sa main droite, gardant ses doigts parfaitement droits, et a porté la pointe de son index au bord de son sourcil gris. Un salut militaire formel et complet. Il était un général 4 étoiles, des forces armées des États-Unis. Et il saluait une fille de 26 ans, qui se tenait pieds nus, dans des vêtements déchirés. La tente entière a cessé de respirer. La mâchoire de mon père est tombée. La main de Margaret s'est détachée de sa bouche, les yeux écarquillés par une confusion totale. Qui? La voix de Sterling tremblait réellement. Pas de colère. D'une admiration absolue et non filtrée. Qui vous a donné la permission de porter cette marque, soldat? Je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas remonté ma chemise. Je les ai laissés regarder le serpent. Je les ai laissés regarder le crâne. Je n'ai pas demandé la permission, ai-je dit. Ma voix était plate, froide. Le son des eaux profondes. Elle a été marquée au fer rouge, par le commandant Ghost Vipé lui-même. Je suis un agent principal du commandement des opérations spéciales conjointes, JSOC. La main de Sterling a légèrement tremblé, avant qu'il ne baisse son salut. Il a pris une lente et profonde inspiration, tournant la tête pour regarder ma famille. Il a regardé Richard. Il a regardé Margaret. Il a regardé le faux milliardaire, qui se tenait au centre du tapis. Est-ce que vous avez la moindre idée de ce que vous regardez? A tonné la voix de Sterling. Ce n'était pas une question. C'était une sentence. Cette encre ne s'achète pas. Elle se gagne dans le sang. La personne qui porte cette marque est un assassin d'élite de niveau 1. Elle est le cœur absolu de l'armée des États-Unis. Les mots ont frappé la pièce, comme des obus d'artillerie. Ma mère a titubé en arrière. Son talon haut s'est pris dans le bord d'un tapis de sol, et elle a dû s'agripper à un poteau métallique pour ne pas tomber. Elle a porté la main à sa poitrine, fixant avec une terreur absolue la fille qu'elle avait traitée comme un déchet, pendant 2 décennies. Richard a laissé tomber sa canne à bout argenté. Elle a cliqueté contre le sol, roulant dans l'obscurité. L'homme qui m'avait ordonné d'échouer juste pour protéger son gendre, réalisait soudainement, qu'il avait craché au visage d'une arme vivante. Les investisseurs d'entreprise ont reculé loin de Julien. Ils ont pris physiquement leur distance avec lui. L'empire de Julien brûlait jusqu'aux fondations en temps réel. L'ordre social de la famille Carr a été réduit en cendres en moins de 60 secondes. Mais Julien était trop stupide pour rester à terre. L'humiliation était trop bruyante. Son cerveau ne pouvait pas traiter le changement de gravité. Il a regardé la chemise déchirée dans sa main. Il a regardé le général, et son visage s'est tordu en un masque de pure rage hideuse. Il a lâché le tissu. Il a serré son énorme poing droit. Le lâche se préparait, pour un dernier coup désespéré. L'humiliation au stand de tir de précision, avait brisé quelque chose de profond dans le cerveau fragile de Julien, nourri aux protéines en poudre. C'était un homme qui achetait sa dureté. Il avait acheté l'équipement tactique. Il avait acheté les abonnements à la salle de sport. Il avait acheté l'entreprise de sécurité. Dans son esprit, la réalité était quelque chose que l'on pouvait acquérir, et forcer à se soumettre par l'intimidation. L'idée que la fille calme et épuisée de l'entrepôt, qui se tenait devant lui, était un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire, a fait éclater sa réalité artificielle, en 1 million de morceaux acérés. Il a regardé le tissu déchiré dans sa main. Il a regardé le général Sterling. Puis, l'embarras a muté en une rage pure et non filtrée. Vieux fou sénile, a craché Julien, pointant un doigt épais et tremblant vers le commandant 4 étoiles. De la salive a volé de ses lèvres. C'est une menteuse. Un rat d'entrepôt. Vous croyez que je vais laisser une commis d'inventaire glorifiée, me ridiculiser devant mes investisseurs? Sterling n'a même pas scié. Il a simplement regardé Julien,
comme un homme regarde un insecte ramper sur le trottoir. Ce regard a poussé Julien par-dessus le bord. Il a poussé un rugissement rauque et guttural. Il a lâché le tissu déchiqueté de ma chemise. Il a planté ses lourdes baskets de cross-training dans le tapis en caoutchouc, et s'est jeté en avant. Il n'a pas utilisé de technique. Il n'a pas essayé de lutter. Il a armé son bras droit massif, lançant un coup de poing circulaire à l'aveugle, visant directement ma tempe gauche. Il a mis chaque once de ses 100 kilos dans ce coup. Il voulait me fracasser le crâne. Il voulait m'envoyer à l'hôpital, pour sauver son ego meurtri devant l'élite de l'entreprise. Il y a 10 secondes, mon père avait applaudi à cela. Ma mère avait souri. Il voulait me voir briser. Je n'ai pas fait un pas en arrière. Je n'ai pas levé les mains pour bloquer. Le lourd masque suffocant de bouc émissaire obéissant avait disparu. J'ai regardé les jointures se diriger vers mon visage. Le temps a ralenti, jusqu'à devenir une reptation lourde et paresseuse. J'ai lu le mouvement annoncé par son épaule. J'ai lu l'ancrage lourd et plat, de sa jambe avant. Quand le poing a été à exactement 7 cm de ma pommette, j'ai bougé. Je n'ai pas sauté. J'ai juste légèrement incliné mon cou vers la droite. Le poing massif est passé à côté de mon oreille. J'ai senti le déplacement d'air froid me fouetter la peau. À la même fraction de seconde exacte, j'ai fait un pas en avant, et me suis décalé de l'axe. Un pivot net à 45 degrés, sur la plante de mon pied gauche. J'ai glissé juste sous son bras tendu, glissant dans son dos comme une ombre. L'élan agressif de Julien l'a emporté vers l'avant. Il a trébuché, complètement en déséquilibre. Son torse penchait lourdement au-dessus de son genou avant. Exposant l'angle mort absolu, le pire qu'un combattant puisse laisser ouvert. Son dos. Je n'ai pas hésité. Mon bras gauche a serpenté vers le haut, et s'est glissé sous son menton épais et en sueur. J'ai enfoncé le tranchant de mon avant-bras profondément dans sa gorge. Le faisant glisser, jusqu'à ce que le creux de mon coude se verrouille parfaitement, en plein centre sous sa trachée. Mon biceps pressait durement contre l'artère carotide gauche. Mon avant-bras s'est refermé sur la droite. Un étranglement arrière classique. L'étranglement sanguin. J'ai remonté ma main droite, agrippant mon propre biceps gauche pour sécuriser l'étau. J'ai verrouillé ma paume droite à plat, contre l'arrière de sa tête. J'ai baissé mes hanches, abaissant mon centre de gravité, et j'ai tiré mes épaules en arrière. L'étau s'est refermé d'un coup sec. Je n'ai pas écrasé sa trachée. J'ai juste pincé les artères. Le flux de sang oxygéné vers son cerveau a été instantanément coupé. 1. Les yeux de Julien se sont écarquillés, dans une panique animale soudaine. Le rugissement est mort dans sa gorge, remplacé par un halètement humide et étranglé. 2. Il a laissé tomber son poids, essayant de me jeter de son dos. Mais j'étais solidement ancré. J'ai gardé mes hanches collées à sa colonne vertébrale, chevauchant le poids qui se ruait. 3. Ses bras massifs nourris aux protéines se sont levés. Il a griffé frénétiquement mon bras gauche. Ses ongles épais se sont enfoncés dans ma peau, griffant et déchirant la manche de mon t-shirt thermique. Il possédait 2 fois ma force physique. Mais les muscles sont totalement inutiles, sans oxygène. 4. Son visage a pris une couleur violette, profonde et marbrée. Les veines de son front bombaient sous sa peau. Ses griffures sont devenues plus faibles. Des mouvements saccadés et frénétiques, d'un homme qui réalise qu'il est en train de se noyer sur la terre ferme. 5. Arrête. Richard a crié depuis le bord du tapis. Maintenant, il voulait arrêter le combat. Maintenant que le garçon en or était en train de perdre. Alicia, lâche-le. Tu es en train de le tuer. Je n'ai pas regardé mon père. J'ai regardé l'horloge numérique, montée sur le mât de la tente. 6. Les lourdes mains de Julien sont tombées de mon bras. Ses doigts sont devenus complètement mous. 7. Ses yeux ont roulé en arrière dans leurs orbites, ne montrant plus que le blanc injecté de sang. Un épais filet de salive a fait des bulles, au coin de ses lèvres. 8. Ses genoux ont lâché. J'ai relâché la prise immédiatement. J'ai déroulé mes bras, et j'ai fait un pas en arrière, net et délibéré. Je ne l'ai pas accompagné dans sa chute. J'ai laissé la gravité faire le travail. Le corps de 100 kilos de Julien est tombé comme un sac de ciment mouillé. Il a heurté le tapis en caoutchouc noir,
la face la première. Tude. Le son a vibré à travers les planches du sol de la tente. Il gisait là. Un tas massif de muscles inutiles, tressaillant légèrement, alors que son cerveau tentait désespérément de redémarrer. Une petite flaque de salive s'est formée sur le caoutchouc noir, près de sa bouche. Pendant 3 secondes, la tente était si silencieuse, qu'on pouvait entendre le vent hurler dehors. Puis, Chloé a poussé un cri perçant. C'était un gémissement aigu et transperçant, d'horreur absolue. Elle a lâché son téléphone. Le même téléphone qu'elle utilisait juste avant, pour filmer mon exécution. Elle s'est précipitée sur le tapis, avec ses bottes hors de prix. Elle est tombée à genoux, attrapant les épaules lourdes et inertes de Julian, sanglotant hystériquement. Margaret a attrapé le bras de Richard, le tirant en arrière. Ils se sont blottis l'un contre l'autre, me fixant avec de grands yeux terrifiés. Ils me regardaient comme si j'étais un monstre. Une psychopathe. Moins d'une minute auparavant, ils souriaient pendant que cet homme massif essayait de me fracasser le crâne. Mais à la seconde où je me suis défendu, à la seconde où j'ai prouvé que je n'étais pas leur sac de frappe sans défense, je suis devenu le méchant. C'est la réalité d'une famille toxique. Vous n'êtes bon, que tant que vous saignez en silence. Je n'ai pas regardé ma sœur, pleurer sur son mari inconscient. Je n'ai pas regardé mes parents, recroquevillés dans le coin. J'ai regardé le groupe d'investisseurs d'entreprises d'élite, qui se tenaient pétrifiés sur les côtés. J'ai regardé Craig Arrow, le chef de l'entraînement, qui transpirait à travers sa chemise. J'ai tendu la main, j'ai attrapé le tissu déchiré de ma chemise sur le sol, et je l'ai jeté sur mon épaule nue, pour couvrir le tatouage du serpent. La punition physique n'était que l'entrée. Julian voulait jouer au PDG. Il voulait jouer au seigneur de guerre. Je suis passé droit devant son corps inconscient. Et je me suis dirigé directement vers la table à sable tactique, qui affichait ses contrats de défense de plusieurs millions de dollars. Il était temps de réduire son faux empire en cendres. Julian avait heurté le tapis, et y était resté. L'instinct a pris le dessus autour du périmètre. 4 des gardes privés de Vance Security, des types au cou épais dans des polos noirs moulants, ont porté la main vers les matraques télescopiques en acier accrochées à leur ceinture. C'étaient des flics de location, habitués à brutaliser des étudiants ivres, pas à gérer de véritables situations de combat. Ils ont fait un demi-pas en avant sur le tapis en caoutchouc. Arrêtez-vous là. La voix de Craig Arrow a claqué comme un fouet. Le chef de l'entraînement a écarté les 2 bras, bloquant physiquement ses propres hommes. La sueur ruisselait sur le front de Arrow, trempant le col de sa chemise. C'était un ancien marine. Il comprenait la hiérarchie de la violence, mieux que quiconque dans la pièce. Ne faites pas un pas de plus, a aboyé Arrow, la voix serrée par une véritable panique. Si vous la touchez, vous êtes mort. Reculez immédiatement. Les gardes se sont figés. Ils ont regardé Arrow, puis m'ont regardé. Je me tenais pieds nus, au-dessus de leur patron inconscient, avec l'encre de la vipère fantôme exposée sur mon épaule. Ils ont lentement retiré leurs mains de leur matraque. Ils ont reculé. Ils étaient lâches, mais ils n'étaient pas complètement stupides. Avancer sur un opérateur de niveau 1, c'était du suicide. Je n'ai pas accordé un deuxième regard aux gardes. J'ai enjambé la lourde jambe de Julian. J'ai traversé la tente droit vers la table à sable tactique, avec son plateau en verre. C'était la fierté et la joie de Julian. Elle affichait la superposition numérique, de son dispositif de défense de plusieurs millions de dollars, pour les contrats privés à l'étranger. C'était toute la fondation de son faux empire. J'ai pris un gros marqueur effaçable à sec rouge, sur le plateau en métal. Je l'ai débouché. J'ai pressé la pointe épaisse en feutre contre le verre. Quick. Le bruit du marqueur déchirant le verre, était fort dans le silence de mort de la tente. J'ai tracé une épaisse ligne rouge, en plein milieu du périmètre défensif principal de Julian. Quick. J'ai barré d'une autre ligne, son point de repli secondaire. Quick. Un gros X, juste au-dessus de son réseau de capteurs. J'ai jeté le marqueur. Il a cliqueté contre le cadre métallique de la table. J'ai pointé un doigt nu sur la carte ruinée. Votre flanc gauche est complètement aveugle, ai-je dit. Ma voix a porté clairement à travers la pièce. Le réseau de capteurs est incliné de 3 degrés trop haut. Cela crée une zone morte de 15 mètres, juste sous la lisière des arbres. L'intégralité de ce périmètre défensif,
s'effondrerait en exactement 3 minutes, sous des tirs soutenus à moyenne portée. C'est un piège mortel. J'ai tourné la tête et j'ai regardé directement Chloé. Elle était toujours agenouillée à côté de Julian, son maquillage coulant sur son visage en d'horribles traînées noires. « Ton grand mari est un tonneau vide », lui ai-je dit. Les mots étaient complètement dénués de colère. Juste des faits froids et durs. C'est un amateur, qui vend des ordures défectueuses à l'armée. Le général Arthur Sterling s'est approché de moi. Il a regardé l'encre rouge sur le verre. Puis, il a regardé la foule d'investisseurs d'entreprises nerveux, qui se tenaient près de la sortie. Le Pentagone retire officiellement toutes les habilitations de sécurité, et les évaluations de contrats de Vance Security, a annoncé Sterling. Sa voix était d'un fer absolu. Je ne fais pas d'affaires avec des imposteurs. Et je ne finance certainement pas des hommes, qui attaquent des soldats américains. La phrase a été une guillotine. On pouvait presque entendre le son des actions de Julian, chuter à zéro. Les investisseurs ont commencé à reculer vers les rabats de la tente. Chuchotant frénétiquement entre eux, sortant déjà leur téléphone pour larguer leurs actions. L'empire de plusieurs millions de dollars s'est évaporé dans les airs, en moins de 10 secondes. La réalité de la ruine financière a frappé mes parents, avant tout le reste. Richard a titubé en arrière. Ses genoux ont littéralement lâché. Il s'est effondré sur une chaise pliante, enfouissant son visage dans ses mains. Il ne pleurait pas parce que j'avais été attaqué. Il pleurait parce que son accès au country club des milliardaires venait de lui être révoqué. Margaret a craqué. Elle a bousculé un garde de sécurité, et a trébuché vers moi. Son visage était un masque de désespoir, frénétique et pathétique. Alicia, bébé, a gémi Margaret, sa voix aiguë et complètement artificielle. Elle a tendu ses deux mains, ses bagues en diamant accrochant la lumière du plafond. Nous ne savions pas. Nous sommes tellement désolés, chérie. S'il te plaît, tu dois parler au général. Tu dois aider la famille. Elle a utilisé le mot famille. Il y a 10 minutes, j'étais un chien d'entrepôt. Maintenant que je tenais les clés du royaume, j'étais la famille. Elle s'est précipitée en avant, essayant d'attraper mon bras, essayant de m'attirer dans une étreinte. J'ai fait un seul pas en arrière. J'ai regardé ses mains, qui planaient dans l'espace vide entre nous. Je les ai regardées, comme si elles étaient couvertes d'une maladie hautement contagieuse. Le dégoût dans mes yeux était si pur, si absolu, que Margaret a physiquement reculé. Elle a laissé tomber ses mains le long de son corps, la bouche grande ouverte. « Ne me touche pas », ai-je dit calmement. Le silence qui a suivi était plus lourd que les rochers dans mon sac à dos. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. Puis, le sol sous nos pieds a commencé à vibrer. Cela a commencé comme un sourd battement rythmique, au loin. Il est devenu plus fort, plus rapide, secouant les murs de toile de la tente de rassemblement. Le rugissement assourdissant de lourdes pales de rotor a déchiré le ciel des Catskills. Il a noyé le son des sanglots pathétiques de ma mère. La vibration est née profondément dans la terre. Elle a rampé à travers la plante de mes pieds nus, et s'est installée directement dans ma cage thoracique. Un sourd, lourd, et rythmique battement. Le son rebondissait sur les crêtes des montagnes des Catskills, s'amplifiant à chaque seconde. Le bruit chaotique à l'intérieur de la tente, les murmures frénétiques des investisseurs, les sanglots pathétiques de ma mère. Tout a été complètement englouti par le rugissement qui approchait. Une ombre massive a masqué le soleil de l'après-midi. Un hélicoptère UH-60 Black Hawk, noir mat, a dégagé la cime des arbres. Il n'a pas tourné poliment. Il s'est cabré brutalement, perdant de la vitesse, et est descendu directement vers la pelouse manucurée, juste à l'extérieur des rabats ouverts de la tente. Le souffle du rotor a frappé le sol, comme une bombe physique. Un courant descendant violent, d'une force d'ouragan, a balayé le complexe. Des parasols de terrasse hors de prix se sont cassés en arrière, et ont volé dans les arbres. Les tables pliantes du traiteur se sont retournées. Les flûtes à champagne en cristal, se sont fracassées contre le béton. L'élite de l'entreprise hurlait, couvrant leur visage, alors que d'épais nuages de poussière, d'herbes arrachées, et de débris les aveuglaient. Je n'ai pas fermé les yeux. Je n'ai pas couvert mon visage. Je suis resté debout sur le tapis en caoutchouc, et j'ai laissé le vent me frapper. À travers la terre volante, j'ai vu mon père, Richard. Il plissait les yeux dans la tempête. Une étincelle d'espoir,
pathétique et désespéré, a réellement traversé son visage. Dans son esprit profondément délirant, il pensait probablement que l'armée envoyait une escorte VIP pour sauver Vance Security. Il pensait probablement que c'était une mission de sauvetage pour les contrats de Julian. Les pneus du Blackhawk ont heurté l'herbe avec un lourd crissement de stabilisation. Les rotors ont ralenti, mais le moteur continuait de hurler. La porte latérale a coulissé pour s'ouvrir. Le général Thomas Reed est sorti dans la poussière. Le commandant de l'équipe d'assaut JSOC Ghost VIP. Il ne portait pas d'uniforme de cérémonie, avec des médailles brillantes. Il portait des treillis de combat délavés, des bottes tactiques éraflées, et un gilet porte-plaque. L'autorité brute et étouffante qui émanait de lui, donnait aux hommes riches de la tente l'air de petits garçons effrayés jouant à se déguiser. Richard a immédiatement bombé le torse. Il a épousseté son blazer de créateur, a plaqué son faux sourire de country club, et est sorti de la tente. Il a même tendu la main pour saluer l'homme. Général Reed, c'est un honneur absolu. Je suis Richard Carr. Nous. Thomas n'a pas rompu sa foulée. Il n'a pas regardé Richard. Il n'a pas reconnu la main tendue. Il est passé droit devant mon père, comme si l'homme était un déchet emporté par le vent. La main de Richard est restée suspendue dans le vide, son faux sourire se figeant, en un masque de pure humiliation. Thomas est monté sur les tapis en caoutchouc noir. La dureté froide et létale dans ses yeux a disparu à la seconde où il m'a regardé. Il s'est arrêté à 60 centimètres de moi. Il n'a pas demandé si j'allais bien. Il n'a pas regardé le tas de viande inconscient nommé Julian, qui saignait sur le sol. Il a juste regardé mes épaules nues qui frissonnaient. Thomas a ouvert la fermeture éclair de sa lourde veste de treillis OCP. Il l'a retirée, et l'a enroulée autour de moi. La toile épaisse a recouvert l'encre de la vipère fantôme sur mon dos. Elle sentait le bois de cèdre, l'huile d'arme, et la sécurité. C'était lourd. C'était chaud. C'était la première fois en 26 ans, que je me sentais réellement protégé devant ma propre famille. Thomas a tendu la main, et a doucement rassemblé le col de la veste sous mon menton. Mission terminée, a-t-il dit. Sa voix était un grondement grave, portant à peine au-dessus du bruit du moteur de l'hélico. Rentrons à la maison, ma femme. Le mot est tombé comme une enclume. Femme. Le silence qui a suivi était absolu. La bombe a explosé, et elle a rasé toute la hiérarchie de la famille Carr, en une fraction de seconde. Margaret s'est étouffée avec sa propre respiration. Les genoux de Richard ont de nouveau lâché. Chloé m'a fixé, les yeux écarquillés, avec une prise de conscience écœurante. Ils n'avaient pas seulement brutalisé un opérateur de premier rang. Ils avaient passé les 2 derniers jours à traiter la femme, du commandant des opérations spéciales le plus haut gradé des États-Unis, comme un chien errant. Ils venaient de me remettre leur propre mandat d'exécution. La panique s'est installée. La réalisation qu'ils avaient jeté un empire littéral, parce qu'ils ne pouvaient pas s'empêcher de tyranniser le bouc émissaire de la famille. Alicia. Richard a hurlé par-dessus le bruit du moteur, faisant un pas désespéré en avant. Alicia, attends. Nous sommes ta famille. Tu ne peux pas juste nous laisser comme ça. On peut arranger ça. Margaret l'a bousculé, des larmes coulant sur son visage, tendant les mains vers l'hélicoptère. S'il te plaît, on t'aime. Tu es ma fille. Je me suis arrêté. Je me suis retourné. J'ai regardé les personnes qui partageaient mon sang. J'ai regardé la mère qui avait souri, quand on m'avait arraché mes vêtements. J'ai regardé le père qui m'avait dit de m'humilier, pour un faux milliardaire. Je n'ai absolument rien ressenti. La colère était partie. La blessure était partie. La chambre forte à l'intérieur de ma poitrine était vide. Vous pardonner, ne signifie pas que je vous autorise à revenir dans ma vie, ai-je dit. Je n'ai pas crié. J'ai simplement dit la froide et dure vérité. C'est terminé avec vous. J'ai tourné la tête. Debout près du camion traiteur, frissonnant de froid, se trouvait Emmaline, ma cousine de 22 ans. La seule personne dans toute cette lignée toxique, qui m'avait secrètement tendu une bouteille d'eau, quand il m'avait forcé à m'asseoir dans un coin. J'ai croisé son regard. Je lui ai fait un unique hochement de tête respectueux. Elle a hoché la tête en retour, avec un petit sourire triste sur le visage. J'ai tourné le dos à la famille Carr, pour la dernière fois. J'ai attrapé la main de Thomas.
Les callosités de sa peau m'ont frotté contre les miennes. Nous sommes montés à l'arrière du Black Hawk. Le chef d'équipage a attrapé la poignée, et a tiré d'un coup sec pour fermer la lourde porte en métal. Clac. Le lourd joint étanche a coupé le bruit extérieur. Il a enfermé dehors les cris, les supplications, et les fausses excuses. Il a enfermé dehors 26 années d'abus. Le Black Hawk s'est incliné brusquement, s'élevant violemment dans le ciel gris des Catskills. J'ai regardé par la fenêtre blindée une dernière fois. Regardant les minuscules et pathétiques silhouettes de ma famille, toussant dans la poussière. Rétrécissant, jusqu'à n'être plus que de la poussière. La famille ne se définit pas par le sang. Elle se définit par le respect. Vous ne devez pas votre santé mentale à des personnes qui ne vous aiment que lorsque vous saignez en silence, dans votre coin. Le pardon est pour votre propre paix, mais couper les ponts est pour votre survie. Si vous avez déjà eu à vous éloigner de parents toxiques, pour protéger votre propre vie, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Dites-moi d'où vous écoutez en ce moment, dans les commentaires. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne, si vous êtes d'accord que le silence absolu est la punition la plus brutale que l'on puisse infliger à un traître. Restez fort, et ne les laissez jamais franchir vos limites.